Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire, bienvenue. Nous sommes déjà quelques dizaines de participants, nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette discussion, pour cet échange par la suite. J'imagine que certains nous rejoignent directement depuis la présentation, la très brillante d'ailleurs présentation de nos collègues de Singapour. En un mot, je dirais, pour présenter, je m'appelle Adam Poulack-Sézian, je suis le directeur exécutif de la Chambre de commerce France-Vietnam. Et simplement, j'aimerais vous dire que, évidemment, le contexte vietnamien est très différent du contexte singapourien. Vous le verrez, je ne voudrais pas déflorer le sujet, mais ne serait-ce que par la superficie, par la taille de la population, on est dans des contextes totalement différents. Et pourtant, il y a des visions qui convergent, peut-être inspirées, c'est vrai parfois. Mais il y a beaucoup de sujets qui vont recouper ce qui a été dit en termes d'enjeux et en termes de défis. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui est organisé dans le cadre du Business Booster Forum, bien sûr. À ma droite, j'ai la chance d'être accompagné par ma collègue Han Nguyen, qui est responsable du service appui aux entreprises, ici au Vietnam. Nous sommes dans nos bureaux de Ho Chi Minh Ville et nous avons la chance de pouvoir être accompagné d'une expertise de M. Jérôme Modolo, qui est vice-président et CEO de FPT Software. Alors, FPT Software, lorsqu'on est au Vietnam, c'est très connu. C'est très, très connu. C'est le leader, ou du moins un des grands leaders des entreprises de services informatiques en Asie du Sud-Est. Et M. Modolo nous partagera plus de détails sur l'expertise et sur sa vision des enjeux de l'industrie 4.0 au Vietnam. Alors, nous présenterons cet agenda en 4 temps. Tout d'abord, une très rapide présentation de la Chambre de commerce, votre partenaire au Vietnam, afin de comprendre le contexte et dans quel contexte on s'inscrit. Et puis rapidement, ma collègue Han Nguyen présentera le contexte vietnamien et les perspectives économiques, ce qui nous amènera justement au sujet du jour pour entrer plus dans la matière sur le développement de l'industrie 4.0 au Vietnam. S'en suivra un temps de questions-réponses. À ce titre, j'aimerais vous inviter à utiliser le module prévu à cet effet afin de poser vos questions. Très bien. Alors, je vais être très succinct, très rapide, simplement pour comprendre ce que l'on fait et comment on peut vous accompagner. La Chambre de commerce, comme vous pouvez savoir, fonctionne sur la base de ses membres, des entreprises françaises et des partenaires stratégiques comme peut l'être FPT, sur une base d'une équipe de collaborateurs biculturels avec un certain nombre de services dédiés aux entreprises qui se développent dans le cadre d'un grand réseau des entreprises européennes ici au Vietnam. Nos services, simplement, il faut le retenir en deux piliers. Tout d'abord, tout ce qui est accompagnement avec de l'appui commercial, études de marché, des tests sur l'offre, accompagnement à la création de structures juridiques, domiciliation, portage, du recrutement, de la formation, tout ce qu'il faut finalement pour développer les relations d'affaires depuis la France vers le Vietnam, depuis l'Europe vers le Vietnam, mais également depuis le Vietnam vers l'Europe. Et de l'autre côté, l'autre pilier, c'est l'animation de cette communauté d'affaires ici au Vietnam à travers un certain nombre d'événements, de la communication et aussi des comités sectoriels qui permettent d'adresser les sujets de manière sectorielle et précise. La CCIFV s'inscrit dans un contexte général, dans le sens où nous sommes des opérateurs de la Team France Export. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette structure, qui peut vous aider d'ailleurs à bénéficier d'un certain nombre d'aides pour vous relancer à l'export après cette période quelque peu chahutée pour de nombreuses entreprises. La Chambre de commerce est également l'unique représentant national au Vietnam de Enterprise Europe Network, qui est en fait le réseau de la Commission européenne des entreprises et surtout des PME. Évidemment, je ne pourrais oublier l'assistance EVFTA, qui en fait, l'EVFTA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Et nous avons développé une expertise et nous sommes à votre disposition pour vous aiguiller, pour vous éclairer sur les enjeux et les opportunités créées suite à cet accord de libre-échange. Je n'en dirai pas plus, j'avais promis d'être court. Et donc, je vais donner la parole à ma collègue Han Nguyen, qui va vous donner un peu plus de matière sur le Vietnam et sur ses perspectives. Merci Adam pour cette présentation rapide et concise. Pour faire la suite, je vais vous présenter le Vietnam avec son contexte actuel et les perspectives économiques
avec les données économiques, son évolution sur la scène internationale et les facteurs clés propices à son émergence sur la scène internationale et notamment dans la chaîne de valeur mondiale. Pour commencer, voici quelques données économiques du pays. Un petit rappel sur la localisation du pays. En fait, le Vietnam se trouve dans l'Asie du Sud-Est. Il se situe dans le sud de la Chine et à l'est du Laos et du Cambodge. Effectivement, c'est un pays côtier avec la côte qui s'étire sur plus de 3000 km, ce qui lui permet de gagner une position assez stratégique en termes de géopolitique et aussi de géoéconomie, parce qu'aujourd'hui, il a accès direct vers la Chine à travers la voie routière, la voie maritime et aussi la voie aérienne. En termes de population, aujourd'hui, la population du Vietnam compte environ 97 millions d'habitants. Ce qui fait 20 fois plus que Singapour, vous imaginez, on est dans des choses complètement différentes. Oui, effectivement, et c'est une population très jeune. L'âge médian varie entre 29,5 à 31,5 ans. La plupart ou la moitié de cette population sont actives, ce qui est un facteur vital pour la santé économique du pays, parce que depuis quelques années, enfin, d'après les sondages de la Banque mondiale, cette population aujourd'hui est devenue de plus en plus aisée et la tranche de la population vietnamienne qui consomme aujourd'hui prend part de 70% de la population totale. Et parmi elles, on compte une émergence de la classe moyenne qui compte aujourd'hui 13% du pays. Et il est bon de noter que cette population, cette classe moyenne se développe très rapidement. Elle s'ajoute 1,5 million de personnes chaque année depuis 2014 jusqu'à présent. Et bien sûr, cette population, cette classe moyenne-là, elle se concentre davantage dans les grandes villes dans les villes majeures du Vietnam, notamment le Hanoï, qui est la capitale, ville économique, culturelle et administrative, où se trouve le gouvernement central. Et aussi dans le sud, avec Ho Chi Minh Ville, qui est aussi une ville économique solide dans le sud du pays, à penchant un peu plus capitaliste. En termes de santé économique, depuis l'ouverture du pays vers la fin des années 80, vers la fin des années 80, la croissance moyenne du pays se maintient à 6%. La croissance moyenne du pays se maintient à 6%. Et le taux de pauvreté aussi maintient à moins de 6%. En 2019, le Vietnam se classe au 8e rang dans le classement des investissements. Et en 2020, malgré une réduction significative de l'activité économique partout dans le monde et même dans le pays, le Vietnam se trouve comme un des rares pays à encore enregistrer une croissance économique positive de plus de 2,9%. Afin de comprendre son émergence, l'émergence de ce pays en voie de développement, nous allons retourner un peu en arrière pour constater son évolution et son parcours sur la scène internationale. À noter que le Vietnam est quand même un pays jeune dans le sens que c'est un pays qui est sorti de la guerre il y a un peu plus de 30 ans, en 1975. Et seulement 10 ans plus tard, en 1986, le pays adopte de nouveaux changements, des nouvelles réformes pour
pour faire sortir le pays de la crise économique et sociale de l'après-guerre. Et aujourd'hui, le pays constitue l'une des économies les plus dynamiques du bloc ASEAN, qui est l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, regroupant 10 pays, donc on compte la Thaïlande et le Singapour. À partir du moment où le pays décide d'entrer à l'Organisation mondiale du commerce, il a résolument affirmé son choix d'une ouverture politique et commerciale. Et depuis, le Vietnam ne manque pas de multiplier sa présence sur la scène internationale. Et sur le plan commercial, jusqu'à présent, le pays a signé en gros 17 accords de libre-échange avec de nombreux pays dans le monde. Le but est de créer un dynamisme et aussi d'offrir des avantages pour inciter les entreprises étrangères à s'y investir. Par conséquent, aujourd'hui, nous comptons environ 300 000 projets d'entreprises étrangères au Vietnam, avec un capital de plus de 360 milliards de dollars américains. Parmi ces accords de libre-échange, le Vietnam compte beaucoup sur le partenariat trans-pacifique, global et progressif, qui marque une coopération économique représentant quand même 13,5% du PIB mondial. Et ces attentes notamment sont aussi fortes envers l'Europe, avec l'accord de libre-échange, le VFTA, qui va ouvrir de nombreuses opportunités à des entreprises présentées dans les deux pays signataires. En résumé, au cours de 35 ans, depuis 1986 jusqu'à présent, le taux de pauvreté du Vietnam a chuté de 70% à moins de 6%. Et on y observe une émergence de la classe moyenne qui compte 13% de la population et qui est de plus en plus aisée. Et selon la Banque mondiale, cette population-là va atteindre 50% d'ici 2035. Pour faire suite, nous allons prendre un peu de temps pour examiner les facteurs clés propices à l'émergence du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en 2019, le Vietnam est classé au 8e rang dans le classement des investissements. Et encore en 2020, en pleine crise sanitaire, le pays a attiré plus de 28 milliards de dollars en termes d'investissement direct étranger. Et cela est le Vietnam se trouve comme une destination attrayante pour une des raisons principales qui est liée au fait que depuis une décennie, depuis plus de 10 ans, il y a une tendance de délocalisation des chaînes de production depuis la Chine vers des pays dans le bloc ASEAN, donc se trouve le Vietnam. Cette délocalisation est encore accentuée par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine lancées par l'administration de Trump il y a 3 ans, en 2018. Et aussi, on observe récemment une instabilité socio-économique dans les pays voisins qui aussi contribuent à accentuer le rôle du Vietnam dans la région, le rôle économique et le rôle commercial du Vietnam dans la région.
Et en interne, le Vietnam est toujours connu pour avoir une politique stable et aussi favorable à une ouverture du marché aux investissements étrangers. Donc, en plus d'une population jeune et dynamique et une croissance rapide de la population, de la population moyenne, ce sont les facteurs qui attirent de plus en plus de pays, de sociétés étrangères à investir davantage au pays. Aujourd'hui, on compte parmi les grands investisseurs, on compte le Singapour ou la Thaïlande ou encore la Corée du Sud, vu la taille du pays et de sa population. Mais afin de pouvoir bénéficier le maximum de cette nouvelle reconversion de la chaîne de production mondiale ou la chaîne de valeur mondiale, le Vietnam s'active dans le processus de modernisation et aussi d'industrialisation. Récemment, grâce à sa réussite dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Vietnam est reconnu et apprécié par la communauté internationale comme une destination sûre et attrayante pour s'investir. À noter que face à cette crise sanitaire entre l'Europe et le Vietnam, nous la vivons d'une manière assez différente en fait. Ici, au Vietnam, nous avons jamais vraiment eu de confinement et le taux des cas affectés est resté assez bas. On compte plus de 2000 cas aujourd'hui avec un peu plus de 30 de morts. Cette réussite est grâce en fait à la stratégie du gouvernement de maintenir la stabilité macroéconomique en fermant les frontières littéralement depuis très tôt, hein, depuis juste tout au début de la crise. Et ainsi sacrifiant quelques secteurs, par exemple comme le secteur du tourisme, afin de renforcer le secteur d'exportation. Et aussi, le pays compte énormément sur la consommation intérieure pour restaurer son économie et maintenir son économie face à cette crise sanitaire. Selon la Banque mondiale, le Vietnam est l'un des rares pays à ne pas faire face à une récession économique et son économie reste résiliente en espérant d'être rebondie d'ici à la fin d'année. Pour terminer, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais juste faire un récapitulatif sur les secteurs clés moteurs de la croissance au Vietnam. Au cours de 35 ans, le Vietnam est passé d'une économie basée principalement sur l'agriculture à une économie dominée par l'industrie et les services. Aujourd'hui, le secteur agricole compte 14% du PIB national, le secteur d'industrie 34,5% du PIB et le secteur de services compte 41,6% du PIB national. Je voudrais, comme nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, je voudrais juste souligner que ces secteurs vont être tous impactés par l'industrie 4.0 si le Vietnam souhaite accélérer son processus d'industrialisation et aussi de modernisation pour réduire l'écart avec les pays voisins. Et la transformation digitale pourrait soutenir ces secteurs-là à booster la productivité et aussi l'efficacité et de les rendre plus autonomes dans le processus de production. Et bien sûr, le Vietnam tout seul ne peut pas réaliser cette transformation. Donc, il va falloir faire recours à des experts
locaux et aussi internationaux pour l'aider. Ainsi, le pays va offrir de nombreuses opportunités pour les sociétés françaises ou étrangères qui s'impliquent dans ce domaine d'activité. Et pour en savoir davantage sur l'industrie 4.0 et son développement au Vietnam, je vais passer la parole à M. Jérôme Modolo, vice-président de FPT Software, pour vous présenter davantage. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Jérôme Modolo. Je voudrais remercier CCIFV pour m'avoir accueilli dans ce webinaire et pour pouvoir parler de deux choses. L'industrie 4.0 focalisée sur le Vietnam et comment FPT aussi contribue pour aller un peu plus loin. Si on peut revenir sur le slide précédent, voilà, dans la continuité de ce qu'a dit Anne tout à l'heure, plus d'un point de vue focus sur les réalités industrielles. Avant 1986, l'économie, suite aux guerres, suite aux embargos, était très centralisée et très locale. Donc peu d'économie, peu de production. Et puis en 1986, le gouvernement a décidé de redistribuer les cartes de la production et augmenter tout ce qui est mécanisation et production pour pouvoir subvenir aux besoins nationaux. À partir de là, donc, toute une économie autour de la logistique, de l'agroalimentaire ou de la fabrication s'est mise en place. Pour pouvoir se mécaniser, il y a eu plusieurs investissements qui ont été faits en local, mais via aussi des partenaires internationaux, ce qui a mené en fait jusqu'en 2007 une croissance sur ces différents secteurs, mais plutôt d'un type mécanique, qui suit un peu la révolution industrielle générale qu'a suivi la France depuis 1750. En 2007, un gros facteur, Anne en a parlé, des accords et des échanges commerciaux avec les différents pays, et notamment l'Europe, pour pouvoir échanger en fait des denrées alimentaires, mais aussi des services pour aider à la production des systèmes. Ce qui nous amène en fait ces dernières années à une explosion. Vous savez que la population est très jeune, donc on parle de millénium, c'est des gens qui sont directement liés en fait à la technologie digitale. Donc l'économie plus la stabilité et la demande a fait qu'il y ait une croissance exponentielle des besoins digitaux et de là tout ce qui est la chaîne de production et logistique qui est associée. Pour voir si le Vietnam est prêt à cette révolution industrielle ou si elle s'est préparée, je vais plus focaliser sur 3 points. La maturité des infrastructures. On voit l'image du Vietnam, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Vietnam, comme la destination touristique avec les jolies jeunes filles ou les chambres de riz, mais on va voir quelle est la réalité industrielle du pays et comment en fait le gouvernement plus l'économie internationale offre un vivier et facilite l'adoption de cette industrie 4.0. Et on va voir comment elle est préparée pour pouvoir subvenir via des experts et via une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir supporter aussi cette industrie 4.0. Si on se focalise sur les infrastructures, jusqu'en 1992, beaucoup de mal à déployer, sorti de la guerre et de l'embargo, à déployer en fait juste les technologies 2G. Mais accélérant du fait que la 2G facilite plutôt que d'avoir des câbles enterrés dus aux inondations ou aux appareils, faciliter en fait le développement de la communication. Et en 2019, en fait, le Vietnam a été un des premiers pays à piloter déjà la 5G avec succès. Ce qui fait que le jump technologique va se passer directement de la ligne en quelques années jusqu'à la 5G de facto. Par ailleurs, outre la communication, il faut assurer en fait justement la donnée et le stockage des données. C'est pour ça que très jeune, FPT a lancé en fait des data centers pour faciliter son développement, sa progression et aussi aider le gouvernement et a lancé son premier data center en 2009. L'année dernière, un des plus gros data centers est en train de voir le jour, basé sur les dernières technologies pour accentuer à la fois l'aspect environnemental, mais à la fois l'aspect technologique et de stockage des données avec un des plus grands centres de data center
avec les dernières technologies pour faciliter cette industrialisation et cette révolution. Concernant l'agriculture, qui est un des gros développements en fait, de l'industrie du Vietnam, un pilotage avec succès s'est fait sur tout ce qui est IoT pour pouvoir contrôler, optimiser et augmenter à la fois la qualité des produits, mais aussi la production pour pouvoir jouer un rôle économique dans la région de l'Asie du Sud-Est. La même chose en termes de la mécanisation ou de l'automatisation pour faire face à une demande toujours croissante de la population. Comme vous voyez, 90 millions. Il faut aussi assurer une production qui est plus grosse grâce à l'automatisation. On en a parlé, le Covid-19 a été bien maîtrisé puisque depuis le début de la pandémie, en fait, uniquement 2000 personnes ont été touchées et on ne compte que 39 décès. Et l'économie s'en est sentie aussi bouleversée puisqu'on voit une explosion de la demande e-commerce qui a facilité en fait les demandes locales par des demandes plus nationales, voire internationales. Pour pouvoir subvenir à ça, il faut aussi transformer les moyens de production, la fabrication et la logistique. Et donc, toutes les usines intelligentes qui voient le jour pour améliorer les process, diminuer le workforce management et les problèmes qui sont liés aux éléments, aux parties, aux personnes et aux process. Et tout ça dans un gage d'augmenter la productivité, d'assurer la qualité des personnes, de mieux les former pour se préparer à une demande croissante et toujours croissante. Le contexte économique, donc la résolution 52 en 2019 a vu le jour. Donc la résolution 52, c'est le gouvernement vietnamien qui a établi une feuille de route avec des actions pour justement augmenter ou focaliser sur l'industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes de personnes, en termes de moyens, en termes d'investissement, en termes de plateformes électroniques et aussi concernant les services publics pour passer directement au e-gouvernement et faciliter tout ce qui est démarche administrative. Dans ce programme des résolutions 52, une grosse transformation et un programme digital jusqu'à, je vous parlais de feuille de route, jusqu'à 2025 sur à la fois la transformation du gouvernement lui-même, de l'économie, mais aussi de la société, puisqu'une ouverture de marché très forte avec le développement de capitaux étrangers pour pouvoir développer sur le marché national, mais aussi international. Et pour ça, il faut aussi accélérer tout ce qui est industrie, économie, télécommunications et services. L'économie digitale a vu le jour grâce à la pandémie, mais a vu une croissance, comme je disais, exponentielle qui a facilité les plateformes e-commerce. Donc, n'importe quelle personne peut aussi développer son propre commerce à partir de son garage, je vais dire, ou des grosses industries pour pouvoir développer l'économie locale et aussi internationale. Grâce au paiement électronique, au mobile, donc tout ce qui est directement lié au e-commerce. Le gouvernement, par ailleurs, on parle d'économie digitale, de transformation, a voulu développer aussi tout ce qui est transport public et économie de marché grâce aux smart cities, en développant en fait toute une économie liée à faciliter la communication, au transport et au bien-être des personnes. Le slide suivant. Voilà. Donc en fait, selon Deloitte, une industrie 4.0 maîtrisée, ça passe par des ressources qualifiées et connaissant en fait le marché. La population étant très jeune est déjà formée aux nouvelles technologies, mais qu'est-ce que la révolution industrielle et qu'est-ce que ça peut apporter? C'est là où la qualité de la main-d'œuvre qu'on associait justement à du tourisme est une mauvaise image puisque la grande population est tournée plus vers l'industrie et les services et est aussi hautement qualifiée. À ce titre-là, FPT a été la première université privée à voir le jour en 2006 et compte désormais plus de 50 000 étudiants formés directement avec les plus grands acteurs de l'économie mondiale. On peut parler d'Amazon, de Microsoft, de Siemens ou de IBM pour directement les préparer à l'avenir, mais aussi pouvoir soutenir en fait cette transformation économique.
Si on se focalise sur l'industrie purement du Vietnam, on va parler de tout ce qui est smart, donc smart factory pour tout ce qui est fabrication, le e-retail, comme on a pu voir, l'économie digitale autour de l'agriculture, de la smart data pour l'analytique et amener de la valeur, mais aussi des process et de la logistique. Tout ça autour de la donnée, de la digitalisation, de la conception, de l'ingestion, du nettoyage, du stockage, mais aussi tirer de la valeur de la donnée. Donc, la digitalisation en point de vue process, mécanique, mais aussi tout autour de la donnée. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque c'est un pays qui a vécu sa révolution industrielle seulement sous 2 décennies. Donc, il y a encore beaucoup d'investissements à faire, mais aussi un potentiel économique très, très fort. Juste quelques exemples d'industrialisation dans laquelle FPT a pu contribuer aussi. VinFast, pour ceux qui ne connaissent pas, est une nouvelle marque automobile qui est basée carrément sur l'électrique, qui est très en vogue, comme vous le savez, et dans laquelle, en fait, les moyens de production que vous voyez à droite, juste sur l'usine de batterie, a vocation de fournir 500 000 batteries pour les véhicules, pour les nouveaux véhicules, plus la maintenance et les spare parts, mais aussi 500 000 scooters. Donc, c'est vraiment une usine de toute nouvelle génération dans laquelle FPT a pu porter contribution avec un des outils qui s'appelle AKMS pour la commande et l'exécution de l'ensemble des tâches. Et vous voyez, très automatisé et pour augmenter la qualité à partir des dernières technologies d'intelligence artificielle, de computer vision ou même de blockchain. Un autre exemple, Masan, donc on parle de la production, mais on parle aussi de tout ce qui est qualité agroalimentaire. On parle d'augmentation de la qualité, augmentation de la production et faciliter en fait les programmes de fidélité via le blockchain. Donc c'est ce qu'on a pu faire avec Masan, qui est un des gros leaders du marché asiatique, et notamment aussi tout ce qui est digitalisation, encore une fois par la donnée, le blockchain, avec Vietnam Airlines, qui est la compagnie nationale du Vietnam pour le transport aérien. Si on se focalise un peu plus, qui est FPT et comment on contribue, donc c'est un groupe vietnamien dont le siège social est basé au Vietnam, à Hanoï, et est classé en fait numéro 1 des services informatiques dans toute l'Asie du Sud-Est. D'un point de vue revenu, d'un point de vue ressources et d'un point de vue croissance économique aussi. On engage des services et solutions depuis le développement de logiciels, leurs tests, leur déploiement, la maintenance pour tous les systèmes et ceux à travers le monde. On œuvre avec des acteurs, donc des partenaires, des clients et des collaborateurs ou des gouvernements dans l'ensemble des domaines industriels. J'ai cité l'énergie, la finance, l'assurance, mais aussi transport, logistique et tout ce qui est distribution ou fabrication. 32 ans d'existence, coté en bourse en 2006, on compte plus de 36 000 collaborateurs à travers le monde et un peu plus de 2 milliards de revenus en 2019, avec une croissance CAGR est de l'ordre de 27% chaque année. Le positionnement de FPT, 3 axes principaux, la technologie, dans laquelle en fait, comme je disais, on est classé numéro 1 pour le Vietnam, mais aussi pour l'Asie du Sud-Est, dans laquelle on fournit l'ensemble des services pour le marché vietnamien, mais pas seulement pour le marché mondial, donc d'où notre présence en France. Un deuxième secteur qui est lié aux télécommunications. Donc la communication est un sujet très important dans lequel on est parmi les 3 plus gros fournisseurs d'Internet du pays, mais aussi fournisseurs de data centers. Donc à la fois pour le gouvernement, mais à la fois pour le marché local ou régional. En plus de ça, la télécommunication, on a un vivier, on fournit en fait toute la nouvelle économie digitale via des plateformes d'information en ligne comme VN Express et autres, avec plus de 40 millions de lecteurs par jour. Un autre secteur très important, on se doit, via notre croissance régionale, mais aussi du pays, de former les talents de demain. Et c'est pour ça qu'en 2009 a été créée en fait la première université du Vietnam avec une université en ligne qui a facilité aussi le développement de ces ressources avec des
des professeurs ou des mentors qui viennent du monde entier et justement de ces partenaires qui permettent à ces ressources d'être formées directement pour le marché de demain et via les dernières technologies. On compte environ un peu plus de 50 000 étudiants de tous niveaux qui peuvent assurer en fait l'intégration de FPT, mais aussi de n'importe quel partenaire demain. Quelques mots, on est présent dans 26 pays avec 52 bureaux représentatifs, dont 2 en France, un à Paris, l'autre à Toulouse, et on compte à peu près 22 centres de recherche et ça ne cesse de grossir à la demande en fait de nos partenaires. On était très centralisé au Vietnam, mais on se trouve de plus en plus proche de nos clients. Et nos clients, un peu plus de 700 clients à ce jour, dont 83 parmi les plus grands Fortune 500. Quelque chose qui nous tient à cœur, c'est du long terme et c'est la qualité de nos services et de nos produits. Et une statistique montre que 90%, non, on obtient de nos clients un peu plus de 90 points sur 100 de satisfaction client sur les délivrables de nos produits. Voilà, c'est une image un peu mondiale de là où on est. Juste pour finir, voilà, quelques clients et partenaires en Europe. Donc, on travaille avec Airbus. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est Airbus. Quadient, un des numéros 1 de la digitalisation, transformation digitale dans le domaine du colis et de la lettre, mais aussi des informations. Schaeffler, qui est dans l'industrie en Allemagne. RWE dans l'énergie. On parle de Carlsberg pour la production aussi, de Géopost et du groupe Labost ou DPD, mais aussi Bayer dans l'agroalimentaire. Donc voilà un peu tous les gros secteurs. La plupart de nos clients, c'est à peu près 10 ans d'existence et c'est pour ça qu'on est aussi en train de développer le marché français pour pouvoir aider à la fois les entreprises françaises ou européennes sur leur marché, mais aussi développer les activités en fait en collaboration avec le CCIFV vers le Vietnam, dans laquelle on peut aider dans les outils de production, mais aussi les infrastructures. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. Si vous avez des questions, je suis tout oui, comme mes collègues, avec Adam et Anne. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant d'avoir à la fois cette approche plus générale, plus macro, avec ces exemples très précis. Et je pense qu'effectivement, FPT est très bien placé, sinon le mieux placé pour illustrer les enjeux par des exemples, par vos activités au Vietnam. Et je souhaitais souligner que… Est-ce qu'on m'entend bien d'ailleurs? J'ai une petite question. Oui. Oui, je souhaitais souligner que votre présence en France est tout à fait pertinente. Elle montre l'initiative et les perspectives des entreprises vietnamiennes qui souhaitent développer leurs activités dans le monde, en Europe bien sûr. Et je sais que vous avez de nombreux et de beaux partenariats en France notamment. On a compris finalement qu'on était au Vietnam. Comme je disais, il y a beaucoup de contrastes par rapport à un pays comme Singapour, mais avec des convergences. On comprend aussi que le Vietnam est dans une situation avec un saut technologique à portée de main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, on peut passer directement, comme je prends souvent l'exemple, on passe directement au téléphone mobile sans passer par le téléphone fixe. Et on a souvent cette impression-là qu'au Vietnam, tout passe très vite. Et je vois justement une question, je vais commencer par celle-ci peut-être. On parle beaucoup de la 5G en France, qu'en est-il du Vietnam? Alors peut-être, Jérôme, que vous pourriez développer un petit peu plus sur ce point, mais le Vietnam n'est pas à la traîne en termes de déploiement 5G, il me semble. Oui, ben, comme je l'ai dit, en fait, le Vietnam a été un des premiers à adopter en fait, le pilotage de la 5G. Donc, on parle de pilotage, mais on ne s'est pas arrêté là. Donc, ça veut dire que les 3 plus gros acteurs, en fait, sont déjà et fournissent des services 5G. Donc, on parle de Viettel, VNPT et de FPT. Donc, l'ensemble de ces 3 partenaires fournissent déjà des solutions de 5G. Et il faut savoir aussi, par exemple, si je parle des téléphones, que 80% des Samsung qui sont utilisés en Europe sont fabriqués au Vietnam. Donc, en fait, on a à la fois les devices et l'infrastructure pour le 5G.
Donc, on est en plein dedans pour le Vietnam. Donc, c'est ce que vous disiez. On est passé du 2G au 5G sans passer par les étapes intermédiaires. Exact, et on le voit avec l'afflux, avec des grands noms qui viennent s'installer ici au Vietnam pour diversifier, si ce n'est délocaliser leur production depuis la Chine, depuis Taïwan, depuis les pays voisins. Et c'est effectivement, comme le précisait Han au début, lié aussi à la capacité du Vietnam de se projeter en termes logistiques. Il y a beaucoup d'investissements dans les infrastructures ici au Vietnam. Alors la 5G est une chose, mais ici nous sommes donc à Ho Chi Minh Ville, au sud du Vietnam. On pourrait vous dire que tous les jours, on voit des travaux partout, des métros qui sortent de terre. On voit un aéroport qui est en phase de construction, un très ambitieux aéroport. Donc, on est vraiment en plein boom. Je le dis pour nos auditeurs ou les personnes connectées depuis la France. On est dans un pays qui est en plein changement, en plein boom économique, où tout se crée, ce qui est extrêmement dynamique, et où ce qui a pu être et ce qui peut parfois être perçu comme un manque d'infrastructures dans certaines provinces est en fait une terre d'opportunité pour le développement. De l'infrastructure, oui, notamment à Hanoi comme au Chi Minh Ville, il y a des lignes de métro qui sont planifiées et les grands groupes, les groupes mondiaux dans le secteur ferroviaire comme Thales ou Alstom sont présents déjà au pays depuis quelques temps pour développer ces lignes de métro à Hanoi et notamment à Ho Chi Minh Ville. Le but du gouvernement, c'est de pouvoir connecter ces deux grandes villes-là et les villes principales du Vietnam à des villes urbaines dans la région. Comme ça, si on a un accès au Vietnam, on va avoir un accès sur tous les autres pays dans le bloc ASEAN notamment. Bien sûr. Bien sûr, avec des développements de zones industrielles qui fleurissent dans toutes les provinces ici au Vietnam, avec un grand nombre de zones industrielles justement qui souhaitent développer une expertise dans l'IT digital et l'industrie 4.0. Et justement, je vois une question sur les data centers, parce qu'on parle de beaucoup de zones industrielles, quid des data centers? Et peut-être encore une fois, Jérôme, une question pour vous sur le rôle des data centers. Est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce que le Vietnam a pris toute la mesure de l'enjeu du développement des data centers pour accompagner le développement de l'industrie 4.0? Alors oui, alors juste, je n'ai pas précisé, mais j'ai passé 7 ans au Vietnam et justement à contribuer aussi à la transformation digitale et justement dans ces secteurs-là. Donc en fait, le gouvernement a mis en place dans toutes les grandes métropoles des sortes en périphérie. Donc vous parliez des transports pour faciliter les accès avec des bus. On parle de bus électriques. Là, on parle même plus de bus directement. C'est cette infrastructure aussi innovante et à la recherche de l'innovation. Et à chaque fois qu'il y avait un centre qui était développé par le gouvernement, de facto, il y avait un centre à la fois d'énergie et à la fois de stockage de données. Donc, on va retrouver dans ces pôles industriels tout ce qui est nécessaire pour faciliter la communication, l'accès aux énergies, le transport et aux data centers. Donc là, pareil, on passe plus par des data centers en fait je ne vais pas dire vieille génération, c'est des générations qui sont en cours, mais des générations, en fait, j'en ai parlé brièvement, mais des technologies Droops ou LEED, en fait, dans laquelle on parle, par exemple, plus de batterie. Un événement qu'on a vu ce matin, par exemple, le data center d'OVH, qui était en fait d'anciennes ou générations courantes, est beaucoup basé sur la demande d'énergie, l'électricité et les batteries. Donc, plus on demande, plus ça chauffe. Et donc là, à ce moment-là, on passe sur des nouvelles technologies qui sont moins consommatrices, moins dangereuses et plus performantes. Donc, est-ce que c'est un secteur? On voit que le secteur, vous en parliez, je discutais avec un de mes collègues américains, c'est Mushroom City. On arrive sur un endroit, on ne voit rien, on passe 2 semaines après, il y a déjà une infrastructure et tout est basé sur ça. Donc, c'est vraiment pour moi, le data center, c'est quelque chose de demain, puisque la demande croissante digitale est là. Donc, les data centers qui sont en cours vont être bientôt saturés et il y a une demande de construction, il y a une demande de nouveaux services qui tournent autour de la data, de la sécurité, du transfert des données, de la sécurisation des données, tout ce qui est là. Donc, c'est une vraie économie, une vraie demande. Peut-être quid de la sécurité? On a une question en ces termes. Quid un petit peu de la sécurité pour des entreprises qui travaillent dans la data, qui souhaiteraient s'implanter ici au Vietnam? Est-ce qu'il y a des craintes? C'est vrai que ça, on peut comprendre. Parfois, on a l'impression d'aller loin. En Asie du Sud-Est, il y a toujours cette ombre
potentiellement au tableau. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter sur ce point? Alors la sécurité, dès qu'on parle de données et dès qu'on veut faciliter, on parle d'Airbus, on parle de HSBC, dès qu'on parle de banques, de gros sujets industriels, la sécurité, elle est induite. On n'en parlera pas, mais c'est pourquoi ils choisissent de se développer là-bas. C'est peut-être pour une économie de marché, mais en fait, ils ne le font pas sans gage de sécurité. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, la sécurité est au cœur de toutes les demandes. Et quand on parle de data center de dernière génération ou d'économie bancaire, puisque l'économie bancaire, comme Singapour, est en train d'exploser sur le Vietnam, ça demande énormément d'identification de la personne, des données, de la non-répudiation pour les gens qui sont de la sécurité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements et faciliter les infrastructures de télécommunication aussi. Très bien, merci. Merci. On a encore une question intéressante. Alors, il y en a plusieurs. Il y a une question très intéressante qui, je pense, pourrait être le sujet d'un webinaire entier, qui est le sujet de l'informatisation des dossiers médicaux dans les hôpitaux vietnamiens. Est-ce que FPT a un rôle ou souhaite jouer un rôle ou porte déjà des initiatives dans ce domaine de la Alors, oui, ça tombe bien. En fait, il y a des appels d'ouverture de marché pour tout ce qui est un peu la gestion de la sécurité sociale qu'on peut la connaître en France avec la carte verte ou les sujets Amélie. Donc, non seulement pour les dossiers, mais on parle directement de e-hospital ou e-clinique dans laquelle FPT aussi amène et essaye de contribuer aussi au marché du pays avec des partenaires puisque FPT seul n'apporte qu'un savoir-faire, mais aussi aider de tous les partenaires internationaux sur tout ce qui est gestion du malade, gestion de son dossier de manière sécuritaire, mais aussi comment améliorer le partage des données pour avoir un meilleur suivi du patient, comment l'accueillir, comment lui donner plus de services lors de son séjour, comment faciliter l'accès pour sa famille, tout ce qui est informatisé. Donc, il y a énormément de choses autour de la santé aussi. J'en ai peut-être pas parlé, mais c'est quelque chose dans laquelle General Electric, voilà, GE Médical, en fait, est très employé et investit aussi beaucoup pour le suivi du patient et notamment Sanofi pour tout ce qui est développement du marché aux maladies en local. Et on a ces personnes-là aussi comme partenaires pour pouvoir, et ouvert à d'autres partenaires. Hein. Il y a une économie qui est en plein boom, donc il y a beaucoup de place pour beaucoup de personnes pour amener justement cette innovation un peu disruptive pour faire avancer le marché du médical. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux. On peut souligner qu'il y a déjà une certaine présence française dans l'industrie médicale ici au Vietnam, avec des présences historiques, effectivement, avec des approches innovantes en termes de développement médical depuis 20 ans, que ce soit à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Et il faut le dire aussi avec une coopération dans le domaine de la santé qui est historique entre la France et le Vietnam, avec beaucoup de praticiens qui ont été formés en France et qui souhaitent garder des contacts avec des entreprises françaises pour apporter une certaine expertise française ici au Vietnam. Il y a beaucoup, beaucoup de liens. Et justement, c'est aussi autant d'opportunités pour nos entreprises de venir ici se plugger sur ces initiatives-là, que ce soit des grands groupes, que ce soit des startups avec des idées innovantes, et que ces entreprises se pluguent à tous ces acteurs qui sont locaux ou qui sont des branches d'entreprises françaises déjà installées au Vietnam à travers des acteurs comme FPT, à travers la Chambre de commerce. Oui, si je peux ajouter, on parle des grands noms à chaque fois, mais aussi le marché est très ouvert, et ce que je disais en fait, à une économie disruptive et innovative. Donc en fait, FPT aussi, pas que FPT, hein, aussi des partenaires et des acteurs facilitent aussi et fournissent les infrastructures et aussi les personnes pour aider les startups avec une idée qui pourrait être vraiment disruptive à générer du business dans cette optique de toujours améliorer les services et les solutions pour les clients ou pour l'industrie. Donc voilà, ce n'est pas ouvert qu'à des gros groupes, mais des startups vraiment innovantes qui voudraient investir. Il y a de la place aussi et il y a beaucoup de place pour ces gens-là.
Merci. Je lis la question donc, qui nous est adressée depuis un interlocuteur des hôpitaux de Paris. Donc, on est très heureux d'échanger avec vous, monsieur. Alors, effectivement, là, on ne pourra pas rentrer trop en détail, mais je suis certain que Jérôme Modolo sera échanger avec vous par la suite. Quant à la Chambre de commerce, on serait aussi ravis de développer des relations peut-être même institutionnelles avec APHP en général, avec les acteurs locaux. Et je le souligne avec beaucoup d'enthousiasme parce que souvent, on nous dit oui, la Chambre de commerce, ce serait formidable qu'on développe et on redéveloppe et on optimise ces relations qui existent déjà, hein, qui ont été développées par nos institutions françaises, par l'ambassade de France, le consulat français ici au Vietnam depuis longtemps. Mais il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'opportunités. Donc, on est très heureux d'échanger avec vous. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails par la suite, je l'espère. Oui, je voulais dire juste pour les coordonnées, s'il y avait des questions, Adam et Anne pourront centraliser les questions et puis on échangera. Et puis s'il y a besoin de ma contribution, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre par écrit ou vous pouvez me contacter par ailleurs. Je suis sur LinkedIn où les coordonnées, je pense, seront disponibles via BBF. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une question assez large, je dirais, compte tenu de la situation sanitaire, quand développer son projet industriel au Vietnam? Alors, c'est une bonne question. On a la chance d'être épargné. Tout à l'heure, Anne soulignait que le Vietnam avait fermé ses frontières. C'est vrai. Le Vietnam a fermé ses frontières, mais pas ses frontières commerciales de manière très habile. Et finalement, il n'y a qu'à regarder la balance commerciale vietnamienne pour se rendre compte de l'approche et de la stratégie vietnamienne qui est tout à fait pertinente. Alors attention, quand on voit l'excédent commercial vietnamien, ça peut sembler faramineux, surtout pour nous Français, mais il faut bien faire attention. On a beaucoup d'entreprises qui sont ici, qui ont diversifié leur production ici au Vietnam, avec des très très grands acteurs, que ce soit Samsung pour ne citer que le plus important, ou Apple plus récemment, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des excédents commerciaux extrêmement importants, ce qui devrait inciter justement et ce qui prouve le pattern justement de diversification ici au Vietnam. Donc pour ce qui est du timing de venir s'implanter au Vietnam, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tôt, je voudrais dire plutôt, parce qu'il est possible de venir au Vietnam aujourd'hui. Évidemment, il y a une quarantaine, 15 jours à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Mais on accompagne des entreprises qui souhaitent se développer, qui souhaitent finalement être dans les starting blocks lorsque l'Europe repartira, disons, et qu'il y aura moins de latence sur le développement des affaires en Europe. Donc, sur le développement d'un projet industriel au Vietnam, je pense c'est justement le moment pour se renseigner, pour identifier des partenaires pertinents et pour se lancer. Encore une fois, il y a beaucoup de zones industrielles. Parfois, ça peut sembler un petit peu déroutant. Il ne faut pas hésiter à contacter les différentes institutions françaises, les différents partenaires et des experts. Encore une fois, pour aujourd'hui, l'industrie 4.0, c'est FPT qui nous accompagne, et justement pour vous aider à comprendre un petit peu tous ces fonctionnements. Et donc voilà, on a de la chance justement. Vous voyez, on ne porte pas de masque aujourd'hui au Vietnam. On a une liberté de circulation qui est assez importante et qui d'ailleurs tend à se détendre ces derniers jours. Donc c'est plutôt positif. Voilà. En termes de timing, c'est le bon timing. C'est le bon moment. Oui, et je pense que là, la crise sanitaire n'a pas vraiment affecté le secteur industriel au Vietnam, surtout l'industrie manufacturière orientée vers l'exportation. Et je pense que c'est intéressant aussi de noter que grâce à l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Vietnam, qui est entré le VFTA qui est entré en vigueur ce janvier, ça a apporté énormément d'avantages. Deuxième tranche aujourd'hui. Et davantage aujourd'hui. Ça a commencé à faire bénéficier énormément des entreprises ou des usines étrangères basées au Vietnam qui travaillent dans l'exportation, parce que cet accord-là prévoit une suppression de tous les droits, tous les droits douaniers pour tous les produits fabriqués au Vietnam à destination des pays européens qui sont membres ou qui sont signataires de cet accord-là. Donc, je pense que c'est
c'est un point de plus qui c'est encore une fois un facteur qui soutient le secteur industriel au Vietnam. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de rupture avant la crise et après la crise ou pendant la crise sanitaire jusqu'à maintenant. C'est le secteur qui est moins affecté par rapport à d'autres secteurs au Vietnam. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait une question plus pour FPT qui était dans le flot de discussion, pas autour des Q&A. Pourquoi FPT n'est pas installé en Afrique? Donc, voilà. Est-ce que c'est une stratégie? Donc, si je peux revenir juste une petite minute sur ça. Donc, en fait, historiquement, créé au Vietnam sur le bassin vietnamien pour une stratégie domestique. C'est comment FPT, Food, Petroleum, Télécommunications, c'est le nom original des 3 lettres. Donc, c'est comment faciliter l'agroalimentaire et l'agriculture en général. Le pétrole, parce que pour les transports ferroviaires ou alors mécaniques, il fallait gérer le pétrole, les alimentations, et la télécommunication pour faciliter les télécommunications. Donc, historiquement, développement en fait sur le marché national. Et puis, du fait des accords entre la Chine et le Japon, un gros développement de FPT au Japon, dans laquelle on est un des acteurs aussi et très, très implanté sur le marché japonais. Et de là, on s'est étendu vers l'Australie, vers les États-Unis, parce que historiquement, sur les marchés économiques, c'était un développement avec l'Australie. Depuis, on va dire, 2010, avec l'Europe. Et une des prochaines phases, ce sera l'Australie. Donc là, une des phases qu'on fait à l'heure actuelle, c'est sur le marché du Moyen-Orient, mais on a déjà des contacts avec des pays d'Afrique du Nord pour pouvoir se développer, et notamment des partenariats pour les universités avec le Nigeria, dans laquelle il y a des accords, je ne vais pas dire des accords commerciaux, mais des accords d'échange entre des étudiants, comme on peut l'avoir avec la France, mais avec le Nigeria et en cours d'autres pays africains aussi. Donc, ce n'est pas immédiat. On essaye déjà de se développer, par exemple, comme la France, de se faire un nom. Donc, comme disait Adam, on n'a pas besoin de présenter FPT au Vietnam, mais on a besoin de se faire connaître sur la France et de pouvoir essayer d'apporter nos services et nos solutions. Et après, l'Afrique viendra dans un déploiement un peu plus tard. Mais s'il y a des opportunités, FPT est très ouvert, comme vous voyez, on ouvre des centres à la fois des représentations commerciales avec des partenaires aussi, pas forcément en direct dans tous les pays, mais aussi via des partenaires et aussi avec des joint ventures sur des grands noms, des groupes industriels ou associés à des services de l'information pour pouvoir faire des collaborations et développer des activités en marché local. Donc pareil, si vous avez des sujets à traiter, je me ferai un plaisir de répondre plus en détail. Merci, merci beaucoup, Jérôme. Alors, je vois qu'on a été plutôt bon en termes de timing, puisqu'il est 16h28 ici au Vietnam, un petit peu moins en France. J'aimerais peut-être donner la parole à Jérôme pour un dernier mot d'une trentaine de secondes, et puis ensuite on clôturera. Pour avoir vécu au Vietnam, c'est un pays qui se développe à une vitesse sur laquelle j'ai pu, lors de mes précédentes expériences professionnelles, voyager à travers le monde. Je suis resté en Afrique, je suis resté en Inde, au Canada, dans tous mes pays européens. Mais vraiment, une fois qu'on arrive au Vietnam, initialement, je devais rester 1 an. J'y suis resté 7 ans. J'en suis parti, je ne vais pas dire par regret, mais j'avais d'autres missions vis-à-vis de ma compagnie. Mais c'est vraiment voilà, cette image de Mushroom City. Vous voyez derrière moi, c'est un de nos campus. On en a 7 comme ça. C'est un peu différent de l'image touristique avec la baie d'Along qu'on peut avoir. C'est vraiment quand on vit dans le pays, quand on voit l'évolution, ou même en une seule année, on voit la transformation économique, financière, mais aussi ce boom économique qu'il y a. Il faut vraiment considérer, pour ceux qui veulent se développer, le Vietnam comme une destination privilégiée dans votre plan à 3 ans ou peut-être plus. Mais comme disait Adam, il est temps. C'est en plein boom et il y a des opportunités de partout. Donc, n'hésitez pas. Merci, merci beaucoup, Jérôme Odolo de FPT Software. On était très, très heureux de présenter ce webinaire avec vous aujourd'hui. Encore une fois, c'était très court, c'est un format de 60 minutes.
On espère vous avoir donné quelques clés de compréhension au sujet du Vietnam et des perspectives économiques dans le cadre du développement de l'industrie 4.0. Il y a beaucoup de choses à dire. En fonction de vos secteurs, on serait très heureux de vous donner plus d'informations, de vous connecter avec des personnes pertinentes, des partenaires stratégiques. Et ça, je le dis dans le sens, ça peut être des petites entreprises, vous pouvez avoir un projet entrepreneurial de start-up ou être un grand groupe. Il y a beaucoup de choses à faire. Ici, d'ailleurs, dans les bureaux dans lesquels on échange avec vous, on a un certain nombre d'entreprises qui souhaitent développer leurs projets. N'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra effectivement en contact avec FPT par la suite. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à Anne d'avoir présenté plus d'informations sur le Vietnam. On vous dit merci. On vous dit merci. Et à la prochaine fois. À bientôt.